Je le disais, on va aller en Colombie. Pierre, alors on était dans le positif, on va pas leur rester bien Ah longtemps. non, 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 là, on va arrêter direct. Là, bon courage à vous. J'espère que vous êtes solide sur les appuis au niveau de la capacité à avoir de la joie, parce qu'on va aller déprimer avec Pierre et sa Colombie. Vous voyez, Pierre est à contre-jour, il est dans le noir. Enfin voilà, il nous a mis tout le décor et tout. Il a fait tout comme il fallait. On va partir sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. Il n'y a rien de grave, hein, qui s'est passé dans l'absolu. Pour une fois cette semaine en Colombie, on va faire un, on va prendre ça comme point de départ en tout cas. Deux clubs colombiens étaient au troisième tour de la phase de la phase de qualification pour la Libertadores, le dernier tour avant la phase de groupe. Donc c'est un tour qui t'assure une phase de groupe de compétition continentale quoi qu'il arrive, puisque le vainqueur va en Libertadores, le vaincu va en Sudamericana. Donc presque ta saison est pas complètement foutue si tu perds à ce moment-là. Bah justement, on va commencer par ça. Quel a été ces deux clubs, c'était Millonarios et c'était l'Independiente Medellín. Quel est le bilan de ces clubs cette semaine? Bah, Millonarios est sorti, mais c'était pas une surprise, on l'attendait, hein. Il jouait contre l'Atlético Mineiro. Il y avait quasiment aucune chance. Il n'y avait pas grand monde qui y croyait, hein. Il y avait eu 1-1 au match aller à Bogota. En plus, voilà, quand tu es un club comme Millonarios, tu reçois un Brésilien, tu as l'altitude de Bogota, tu essayes de faire un peu la différence au match aller. Là, ça n'avait pas été le cas. Donc, le retour, ça annonçait difficile. Millonarios a résisté une période. Voilà, il y avait 0-0 à la pause. En deuxième période, ils se sont fait rouler dessus. Et ouais, ouais, oui, oui, enfin, pas rouler dessus, on va dire. Oui, oui, ils ont été largement dominés. Voilà, si on veut un peu jouer sur les mots. Donc voilà, Millonarios ira en Sudamericana et la bonne nouvelle, on va mettre des guillemets, mais la bonne nouvelle, c'est la qualification du Deportivo Independiente Medellín qui jouait contre le modeste, voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, mais le modeste club chilien de Magallanes Ah bah, qui était, qui lui qui jouait. pour le coup a réussi sa saison parce que Ah ben ils ont Magallanes, réussi, si vous bien sûr. suivez le championnat chilien avec Elo, c'est juste le champion de D2 qui a gagné la Copa Chile et qui s'est qualifié pour les tours préliminaires de Libertadores en gagnant la Copa Chile. Donc c'est un promu, hein, concrètement. C'est un club historique du Voilà. football chilien, mais c'est un promu. Et ils sont Euh, 14e, hein. Si Ouais, ouais, je ouais. ne me Après, trompe pas, ils sont 14e. ils ont des matchs de retard. Mais moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette équipe. Leur coach, trouve pas qu'il ressemble un petit peu à Mati Fernandez, leur coach? Ah, peut-être un petit peu, ouais, un Un petit petit peu. peu, hein. C'est rigolo, hein. Un petit Mais peu. bon, bref, allez, on s'écarte. Mais bon, voilà. Donc, Voilà. Medellín a battu Magallanes. Là, pour le coup, ça aurait été un vrai cataclysme s'il ne battait pas Magallanes. Ah oui, oui, ça aurait été une catastrophe industrielle absolue. Et au tour précédent, ils avaient pas battu non plus un foudre de guerre, hein. Ils avaient battu le club équatorien de El Nacional, Autre qui est promu. pas, ouais, voilà, qui est pas, qui venait de D2. Bon, faut avoir du respect pour eux, mais c'est quand même pas le meilleur club équatorien, loin de là. Même si j'aime beaucoup leur coach, hein, voilà. Ah oui, Mais Everton Almeida. ouais, et le meilleur gardien paraguayen de l'histoire. Mais Merci pour Chilavert. voilà. Non, non, mais Toi, t'as envie qu'il nous insulte, c'est ça? ouais. On va dire merci à Alix MRX3 pour le follow. Mais toi, t'as envie que Chilavert nous insulte, c'est ça? Bon, après, il verra jamais ta vidéo, donc ça ira. Non, mais voilà, c'était pas, voilà, Medellín, c'était pas non plus voilà, ils ont pas éliminé deux cadors continentaux, c'est clair, et ça aurait été pour le coup, Millonarios, on le savait, hein, parce que c'était joué au sort, en fait, quand tu es tiré au sort, tu sais déjà les clubs que tu peux affronter au deuxième, Ouais. enfin, au premier, au deuxième, au troisième tour, donc voilà, on savait déjà que ils allaient tomber, voilà, sauf catastrophe, on savait que Millonarios allait tomber sur l'Atlético Mineiro au troisième tour, donc on s'était dit, bon, ça va plutôt être sous Americana. Et puis Medellín, on avait vu, ah, tiens, oui, là, il faut que Medellín y aille. Voilà, sinon, c'est une catastrophe industrielle. Voilà, là, 1 sur 2, c'est mieux que la saison dernière, hein. La saison dernière, les deux avaient sauté. Millonarios, déjà, ils s'étaient fait dégager par Fluminense. Voilà, ouais, ils avaient perdu à l'aller et le retour, il n'y avait pas eu photo. Et l'Atlético Nacional, c'était Olympia, le club paraguayen d'Olympia. Donc pareil, il n'y avait pas eu photo, hein. Il s'était fait démembrer au Paraguay. Je ne sais plus s'ils en avaient pris 3 ou 4. Mais
Et Mais voilà, il n'y avait pas, enfin voilà, il y avait pas non plus une grosse attente autour de Millonarios. Voilà, le Medellín ouais. a fait le travail et il y Bah, aura donc 3 clubs colombiens en phase de groupe de la Libertadores. et tu fais bien de parler du bilan. Merci à Letco pour le follow également. Parce que on va le faire. Et pourquoi, comme le dirait Rodolphe, bonsoir à toi, Pierre a l'air en deuil. Oui, vous allez voir, parce qu'on va quand même faire un petit bilan qui va piquer, hein, on va le dire clairement. Je l'ai noté depuis le titre de l'Atlético Nacional. Euh, alors avant d'évoquer ça, Alix MRX, oui, les lives sont dispo en rediff sur Twitch dans un premier temps, mais ça dure que 6 jours, donc faut faire vite. Mais si tu veux prendre le temps tranquillement de le regarder à un autre moment, ils sont dispo sur YouTube dès le lendemain, ou alors sur toutes les plateformes de podcast si tu veux juste l'écouter en audio dès le lendemain également. Voilà, bref, on revient sur le sujet. On va faire le pourquoi Pierre est en deuil. On va faire un petit bilan qui va faire très mal, parce que j'ai noté quelques chiffres et vous allez voir pourquoi ça fait très mal. Depuis le titre de l'Atlético Nacional en 2016, bilan des clubs colombiens en Libertadores, 25 clubs ont participé à l'épreuve. Je parle dès le début, hein, dès la phase préliminaire. 25 clubs ont participé à l'épreuve, deux seulement. L'Atlético Nacional en 2018 qui se fait sortir par Tucumán et Tolima de l'année dernière qui se fait fracasser par une équipe que Marcelin aime Ouais, ils beaucoup. prennent 7-1, ils prennent 7-1 ou 8-1 7 à au 1. Maracanã. Ils prennent Ouais, je 7 sais. à 1. Ils prennent 7 à 1. Bref, depuis 2016, seul l'Atlético Nacional et Tolima sont allés en huitième de finale de la Libertadores. Et donc, vous l'avez vu, leur parcours s'est arrêté là. Donc, 2 sur 25. Ça, c'est pour la Libertadores. Et si on regarde du côté de la Sudamericana, en 2018, Junior, qui ne s'est pas tiré un penalty, perd en finale de cette Sudamericana face à l'Atlético Paranaense. Je m'en souviens parce que je commentais ce match sur RMC et on hallucinait avec Paulo César. Bon bref, je vous invite à revoir les highlights de l'époque. Vous comprendrez pourquoi je vanne sur l'absence de savoir tirer les pénaltys. C'est pas Bah, Haran en qui fait, savait pas les tirer? ils ont non, 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 ils ont Junior a un penalty au match aller, un penalty au match retour et il rate deux C'est ça, penalties dans la séance. Et le gardien fait zéro arrêt. c'est ça. Voilà. Merci. Voilà. Au revoir. À l'année prochaine. Et c'est exactement ça. Donc bref, en Sudamericana, depuis 2018 et cette finale disputée par Junior, on a eu 23 équipes. Cette année-là, d'ailleurs, il y avait le Deportivo Cali qui était en quart et Santa Fe qui était en demi. Donc c'était une très très belle année en termes de Sudamericana pour la Colombie. Mais depuis, donc ça fait 4 ans maintenant, 23 équipes ont participé à la Sudamericana. Seulement 2 quarts de finale en 2019 et 2020. 4 huitièmes de finale. On rappelle que avant, ils s'éliminent un petit peu entre eux. Donc voilà, c'est pas foufou cette Ah, et puis histoire. il y a Junior qui se fait taper par Coquimbo, hein, les Chiliens de Coquimbo. Exactement, exactement. Avec des éliminations qui sont pas toujours contre des ogres continentaux. Et alors certainement pas Coquimbo. Et là, avec tout le respect qu'on veut, certainement pas Ah, non, non, Coquimbo quand même. non, Faut pas non. abuser. Juste à titre de comparaison, on va faire la comparaison qui fait le plus mal. On va regarder avec le voisin du Sud-Ouest, hein, forcément. Même si je sais que c'est méchant de faire ça, mais bon, quand même, on va comparer avec l'Équateur, qui a peut-être pas forcément plus de moyens économiques que la Colombie. Donc c'est aussi pour ça que cette comparaison a du sens. Euh, L'Équateur, durant cet intervalle, a placé 9 équipes en phase d'élimination directe de la Libertadores, a joué 2 demi-finales, Barcelona en 2017 et en 2021. Et quand Barcelona va en demi-finale de la Libertadores 2017, ils éliminent Palmeiras et Santos quand même sur leur route, donc ils n'ont pas joué une compétition entre guillemets au rabais. Et en Sudamericana, bah, vous le savez, ils ont 2 titres sur cette période avec Independiente del Valle et 3 huitièmes de finale en 21 engagés. Donc c'est quand même une comparaison qui fait très très mal. On va remercier Zlatan93 pour ton prime, merci beaucoup. Donc il y a ce bilan qui est très négatif, ces éliminations qui sont pas forcément face à tout le temps, face à des ogres continentaux. On est d'accord que quand tu t'appelles Tolima et que tu perds face à Flamengo, c'est pas une sensation. Quand tu prends 7-1, ça pique un peu quand même. Bah ouais, ouais, quand même. T'as un moment donné, Faut avoir une faut dignité quoi. être, voilà, faut se mettre au niveau de la Libertadores. Voilà, quand tu C'est vas ça. au Maracanã en touriste et en tong et que tu prends 7-1, Voilà. Bah disons que 7 ans, normalement, c'est les Boliviens qui prennent ça. Voilà. Sans être méchant envers les Boliviens, mais c'est eux qui prennent ce genre de carton. Merci pour ton message, Zlatan. Je fais l'abonnement Prime, Lucarno Posé Mérite. Merci à toi. Merci à toi.
On Ah va oui, donc merci essayer de Zlatan. comprendre un petit peu pourquoi, on va chercher à comprendre pourquoi il y a cette chute depuis quelques années. On ne sait pas si elle va si elle va continuer, si cette glissade va être continue encore de nombreuses années. On va quand même pas le souhaiter. On verra un petit peu à la fin. On va essayer justement de voir pourquoi il y a une inexorable chute, en tout cas qui a l'air inexorable, chute du football cafétéro, en regardant quels sont les éléments qui peuvent permettre justement de l'expliquer. C'est un peu le but de cette émission et de nos dossiers généralement. Le premier, Pierre, qu'on peut pointer, le premier gros problème de la Colombie que l'on peut pointer, euh, c'est son championnat. Je ne parle pas de niveau, je parle surtout au niveau et c'est presque de manière générale, de l'organisation globale des compétitions en Colombie. Ouais, je vais essayer, Nostromo, je vais essayer de pas insulter de maman, même si j'ai envie, même si j'ai envie, hein. Effectivement, Letco, voilà, la Colombie a regardé le dernier mondial à la télé, les hommes. Ouais, par rapport au championnat, bah, Antoine parlait de créer des rivalités, des choses comme ça. Enfin, l'organisation du foot colombien. Et d'ailleurs, c'est une critique qu'on entend beaucoup. Je cite, c'est une prime à la médiocrité. Voilà, les joueurs s'en plaignent d'ailleurs. On en avait parlé avec Bastien Rodriguez quand on l'avait reçu. On en avait parlé en off d'ailleurs aussi tous les deux. Enfin, il y a les joueurs qui disent, mais voilà, moi j'y vais tranquille. Je sais que je vais faire 20 journées. Si je suis dans les 8 premiers, les compteurs sont remis à zéro et on recommence un nouveau championnat parce que c'est le cas. Voilà, et pareil pour d'ailleurs, il y a eu la semaine dernière, il y a eu un vote, il y avait une assemblée de la DIMAYOR. La DIMAYOR, c'est l'équivalent de la LFP. C'est l'entité qui gère le football professionnel. Il y avait eu un vote à l'initiative de Jaguares, du club de Jaguares, pour virer le Promedio, parce que là, pour la descente aussi, ça fonctionne en Promedio. Donc la moyenne de points que tu prends sur les 3 dernières saisons et sur la saison en cours, si tu es promu. Voilà. Donc Jaguares voulait dégager ça et ça a été très serré. C'était encore plus serré que la motion de censure de tout à l'heure. Ça s'est joué à une voix près. Voilà, Santa Fe notamment qui s'est abstenu. Donc ça s'est joué à Euh, Santa Fe, voilà, on va le dire comme qui ça. n'est jamais concerné par le Promédio, faut dire les choses aussi. Non, non, Santa Fe, ils sont tranquilles, mais c'est des institutions politiques. Voilà, c'est des arrangements entre amis. Voilà, c'est une entité, c'est une politique. Voilà, ça reste une institution de football. C'est forcément rien à voir avec l'équité sportive. On va pas se mentir. Donc voilà, ce qui fait que le championnat est très médiocre en haut et très médiocre en bas. Voilà, pour que tu descendes en D2. Et d'ailleurs, ce sera le thème, puisqu'on va faire un point Colombie sur Lucarne opposé cette semaine. Il y a un club qui est un grand, qui est clairement menacé et qui se dirige tout droit vers la deuxième division, c'est le Deportivo Cali, qui va enchaîner son quatrième semestre consécutif à faire n'importe quoi. Donc voilà, hein, au bout d'un moment, ils vont être sanctionnés, ils vont aller en D2. Mais pour le reste, tu vois, Junior, là, ils étaient derniers avant le Junior Santa Fe de ce week-end. Là, ils sont remontés, ils ont gagné 2 places, il me semble, mais ils peuvent terminer dernier du premier semestre ou avant-dernier. Et ils ne descendront pas et ils risqueront rien par rapport à ce promédio-là. Donc voilà, ça ne les incite pas non plus à se bouger les fesses. Et c'est pareil en haut, pour les gros, ils jouent, voilà, quand tu es dans le groupe des 8 ou quand tu es à proximité du groupe des 8, tu fais plus ou moins le travail. Et voilà, ça t'incite pas à jouer. Ça fait beaucoup tourner parce que le calendrier est complètement infernal avec donc 20 journées, plus après les 6, puisque tu as un championnat avec 2 poules de 4, avec aller-retour, plus la finale aller-retour, tu as 28 matchs chaque semestre. C'est hallucinant avec la Chaque coupe en semestre, hein. aller. C'est important la Ouais, ouais, précision. Chaque semestre, hein, ouais. ça veut dire 56 matchs dans l'année, hein. Ouais, ouais, de championnat, De hein, parce que tu as la championnat. coupe, Oui, oui, bien ouais, sûr. t'as la coupe en aller-retour. Donc, pour les équipes qui jouent les compétitions continentales, c'est impossible. C'est complètement impossible, sachant que les effectifs ne sont pas pléthoriques non plus. Donc, voilà, tu as effectivement le championnat qui fait rien pour aider ces clubs. On va se le dire clairement. Voilà,
les dirigeants ne font rien pour aider les clubs et pour vendre leurs produits, que ce soit quelque chose d'attractif, hein. D'ailleurs, j'ai noté pour la petite parenthèse, donc ce week-end, ce sera la fameuse Fecha de Classico, hein, la 10e journée. Et il n'y a que 6 équipes sur 20 qui ont joué 9 matchs, qui ont joué leurs 9 journées. Voilà, Voilà. donc tu as des équipes qui ont des. Alors, on met de côté Millonarios, qui aurait dû. Millonarios Tolima, qui devrait avoir un match en plus, parce que ce fameux match qui ne s'est pas encore joué suite à l'agression de l'énergumène, du fameux énergumène. Voilà, donc. Mais bon, les autres, c'est quand même des organisations complètement bidons. Enfin, voilà, le championnat dit Boyacá Chico, qui est leader, par exemple, ils ont joué 7 journées. Sur les 7 journées, j'ai jamais vu ça, hein. 5 matchs à domicile. Voilà. Voilà. Et sortez-moi un championnat où les mecs tu joues 7 matchs Alors, j'ai connu et tu en ça. as fait Alors 5 à la franchement, j'ai maison. connu ça. J'ai connu ça avec des matchs à l'extérieur, mais c'était en MLS où ça enchaînait les matchs à l'extérieur en attendant que le stade soit ouvert, soit construit. Voilà, Mais, ouais, ou les mais clubs bon, comme Montréal parce qu'il neige et tu vas jouer tous tes matchs à l'extérieur. Mais là, même ils ont pas, joué même pas. 5 matchs à domicile. 7 matchs de championnat, 5 matchs à domicile. C'est bien. Et forcément, ils sont en tête. Un Promelio, en plus, c'est Boyacá Chico. Donc, Après, je Boyacá connais Chico, des équipes c'est. qui ont du mal à domicile, hein. Mais Ouais, mais pas eux, hein. ouais, Boyacá Chico, faut y c'est aller là. toundra. C'est une pelouse, c'est 2800 mètres d'altitude, une pelouse qui ressemble à un champ de patates. Voilà, donc ils prennent toutes les équipes. En plus, ils ont pris les équipes qui sont au niveau de la mer, donc les équipes qui ont complètement explosé. Enfin voilà, non, mais c'est l'absurdité du championnat colombien et c'est un championnat qui ne fait rien pour aider ses propres équipes et c'est vraiment dramatique là-dessus. Donc ça, c'est un premier élément, ça c'est clair. C'est un premier élément. Alors pourquoi ils ne font rien, nous demande Rodolphe. Bah écoute, ils ne peuvent pas se contenter de ça. Apparemment, ils s'en contentent, hein, au niveau de la Dimayor. Ça leur va, hein, puisque ça Bah leur eux, pose du moment que pas tu de fais problème. rentrer de l'argent, C'est ils sont ça. Il y a, contents, hein. il y a de l'argent qui entre. Leur compétition, ils multiplient les matchs. Il y a personne dans les stades, mais c'est pas un problème. On va l'évoquer d'ailleurs dans un instant cela. Justement, ces aspects économiques. La Dimayor, si tu écoutes la Dimayor, je parle sous l'autorité de Pierre. Il n'y a pas de problème, hein, avec le football en Colombie, hein, tout va bien, hein. Ah non, 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 eux, ça va, hein. Les dirigeants, ils sont contents. Ils ont pas un projet sportif. Enfin, si, il y en a quelques-uns, hein. Je pense notamment à Millonarios, qui avait fait le choix courageux de garder Gamero. Et j'espère vraiment qu'ils pourront sortir de leur groupe en Sudamericana et qu'ils seront au moins Spoiler, dans les deux non. premières. Ah, on verra. Ils Je vont se sais pas prendre dans un quel. Brésilien, ils vont se faire éclater à l'aller au retour et ça sera Bah, réglé. non, mais le deuxième, il passe, non? Bah, il Non, passe un pas, seul. le deuxième. Il Un n'y a plus seul. un 16e. Uniquement Ils le ont pas. vainqueur de groupe. T'es sûr? Parce qu'il me semblait qu'ils avaient fait un 16e de finale. Bah, tu prends Ils avaient copié les ça. troisièmes de Libertadores. Ouais, et c'est ça, et tu fais un Ça fait espèce de 16e de 16e de finale. finale. Voilà, donc tu as les deux premiers qui passent, non? Un C'est seul. pas le. Ah, il me semblait que c'était les deux premiers maintenant cette année. Il me Ah, semblait à qu'ils moins avaient qu'ils aient fait ça. changé, j'ai peut-être raté l'info. Bah, il me semble qu'ils ont Mais changé j'ai raté. justement Bref, on que les verra. On verra. premiers et On, les. en- on regardera. On regardera. On a une question de Jesse James qui nous demande ce qui est devenu le génie Juan Carlos Osorio. Alors moi, Bah, de il est mon au côté, aux chômage. dernières nouvelles, il est au chômage, hein. Il est au chômage, hein. Oui, oui, il n'a pas de club. Voilà, je sais plus, je crois que c'est peut-être du côté de Boca, non? Son nom avait été cité, Je sais, il me bon, semble. enfin, du côté de Ou Boca, il c'est, n'y a on, pas on grand-chose en qui avait s'y fait. parlé, non, non, on en avait parlé. Voilà, non, non, mais il est libre, hein, Juan Carlos Osorio, donc voilà. Il attendait patiemment la place de sélectionneur national. Voilà, on ne l'a pas fait. Voilà. Ils ont pris Nestor Lorenzo. Pareil, si vous voulez faire une petite cure de jouvence et être 10 ans plus jeune, bah, regardez la sélection colombienne de Lorenzo avec Juan Guillermo Cuadrado, ailier droit, Falcao en 9, Rames en 10. C'est le football Peckerman. Bienvenue en Avec, 2014, les amis, et vous croyez que ça va voilà. gagner. Mais bon, bref, on verra, on va pas dire. Justement, je vois ta question, Patrice, sur l'histoire des droits télé. Ben, on va y aller parce que le premier point, on l'a dit, voilà, pour expliquer un petit peu cette chute, il y a une crise institutionnelle et donc au niveau de l'organisation des compétitions du football en Colombie. Et puis, il y a forcément un aspect économique qui va venir à s'ajouter à tout cela, parce que tout le monde y a droit, à part quand on est brésilien. La crise économique a touché tout le monde. La gestion, justement, les entrées économiques, les entrées d'argent sont un véritable débat. Ça fonctionne comment déjà, dans quel état ils sont, les clubs colombiens, du point de vue économique, Pierre?
Et justement, ça fonctionne comment pour eux au niveau des entrées d'argent entre les droits télé et les stades vides? Économiquement, c'est compliqué, hein, les clubs colombiens. Voilà, la plupart des clubs colombiens sont dans une situation économique très, très, très précaire, avec beaucoup d'aides. Je pense à Millonarios notamment. Je pense à l'América de Cali aussi. Le Deportivo Cali, j'en parle pas. Ils vont directement. En plus, il y a des choses pas très très nettes qui se passent du côté, comme le Deportivo Cali est propriétaire de son stade. Il y a des choses pas très très nettes qui se passent sur les terrains autour du stade. Voilà, la plupart des clubs colombiens sont dans des situations très précaires. Les deux exceptions, c'est Junior, parce que Junior est géré par la famille Char. Et si vous connaissez un petit peu la Colombie, et si vous connaissez un peu, si vous y êtes déjà allé, bah, je pense que vous ne venez pas à Bogota. Enfin, ou alors, si vous venez en Colombie pour faire du tourisme qu'à Bogota, c'est qu'on vous a pas bien expliqué. Mais voilà, la famille Char, c'est si vous allez sur la côte Caraïbe, Cartagena, Barranquilla, etc. C'est la famille puissante. Voilà, surtout Barranquilla, hein, évidemment, mais même autour de Cartagena, Santa Marta, même toute la côte Caraïbe de manière générale, hein, ça reste une famille très, 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 très puissante et qui pèse beaucoup, y compris politiquement, pas que dans le football. Donc voilà, ce qui fait que Junior, économiquement, ils peuvent se permettre de faire venir Juan Fer Quintero, par exemple, voilà, pour faire un parcours en Sudamericana et pour finalement se faire sauter au premier tour par Tolima et se faire dégager de la compétition d'entrée. Donc voilà, Junior et l'Atlético Nacional aussi, qui appartient à un grand groupe depuis voilà, le milieu des années 90. Voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pourquoi, mais voilà, c'est le groupe Ardila Louleux qui l'a récupéré et c'est un groupe aussi qui pèse très lourd politiquement et pas que. Voilà, ils ont des banques. Voilà, c'est un groupe très solide. C'est eux qui sont propriétaires de RSCNE et de Winsport, la chaîne qui diffuse le championnat. Voilà, donc ce qui fait que l'Atlético Nacional, financièrement, alors ils sont pas comme Junior, hein, ils ne pourraient pas se permettre de faire revenir un Rames, par exemple, ou même un Falcao. De toute façon, Falcao est supporter de Millonarios, donc il n'ira jamais à National, mais ou même Ospina, par exemple, pour citer que lui. En aucun cas, ils ont les moyens de s'aligner sur ce qu'ils gagnent en Arabie Saoudite. Donc voilà, financièrement, ils sont pas mal, ils sont mieux que les autres, mais ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas s'aligner non plus et faire revenir des anciennes gloires. Voilà, Ouais. ça c'est pas le cas. Mais donc ces clubs-là qui sont les seuls à avoir un peu d'argent, déjà ne jouent pas leur rôle, hein, après c'est des choix sportifs et cetera, ça c'est Mais ils toujours n'ont pas de critiquable. projet, Après ils ont pas. il y a des projets, ils sont critiquables et tout, mais dans l'ensemble les autres sont, en situation très précaire et on va pas se mentir, en termes de droits télé et de remplissage au stade, les entrées d'argent sont minimales, hein, en Colombie, hein. Ah oui, oui, les stades sont vides. Après, Junior, là, cette année, il y a eu en effet Juan Fer, hein, parce que le Metropolitano était, on va dire, était assez bien rempli. Alors, on va voir ce week-end, parce qu'il y a eu vraiment, il y a eu vraiment un ras-le-bol des supporters. Mais oui, l'Atlético Nacional, on en avait parlé dans une émission, un dernier 9-10, mais il y avait une crise aussi entre, je ne sais plus si c'est il y a trois semaines, un mois peut-être, où on avait parlé, il y avait une vraie crise entre les dirigeants de l'Atlético Nacional et les Barras. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Atanasio est quand même pas très, très, très rempli. Ouais. Voilà, donc de manière générale, les rentrées d'argent sont très, très faibles, hein. Voilà, donc c'est. Donc c'est le deuxième point qui fait que c'est compliqué aussi pour les clubs colombiens. Alors non, Letco, il n'y a pas de DNCG en Colombie, il n'y en a pas en Amérique du Sud, il n'y en a déjà pas à l'échelle européenne, alors on va pas nous en demander une en Colombie, hein, ou en Amérique du Sud, hein. Oh, non, 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 bah Oh non, là, les non, non. DNCG, bon Dieu. Donc, oula, pas de gros Let's mots non, s'il vous plaît. non. On Ouais, évite les gros ouais, mots dans le non. chat, hein. Bah, ouais, non, non, en théorie, enfin, il y a toujours une entité qui contrôle les finances des clubs, mais ça, c'est la Colombie. C'est la Colombie, impossible. Ouais, Quadrado, revenir à Medellín, ça me semble compliqué. Franchement, ça me semble compliqué.
Voilà. Et pour répondre à Nostromo, que devient Rueda? Il est en train de chercher quelle sélection il pourrait priver de mondial pour 2026. Euh, Bah, il était annoncé. Hein. Quand je disais là, on a parlé, l'Atlético Nacional et Junior, ils ont quand même un point en commun, c'est qu'ils n'ont vraiment pas de projet sportif digne de ce nom. Voilà, Rueda, il était pressenti pour être sur le banc de Junior qu'a dégagé son entraîneur Arturo Reyes, qui n'aurait jamais dû commencer la saison. Et finalement, les dirigeants de Junior, ils prennent Bolillo Gomez. J'ai vu ça et j'ai cru que c'était une blague. Mais vraiment, je me suis dit, ah, c'est le dia de los Santes ou qu'est-ce qui se passe? Et arrivé, bah non. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme projet sportif quand c'est le Bolillo Gomez sur le banc? Alors, avec tout le respect que j'ai pour son équipe, et notamment ce qu'il a fait avec le Panama en 2018, c'est très bien. Mais, euh, mais c'est quoi ton ambition sportive quand tu prends Bolillo Gomez? c'est clair. Tu mets à la tête Et d'un club justement, comme et tu vois, Junior. c'est des choses qui s'ajoutent. C'est-à-dire que vous voyez, on a un problème d'organisation. On a un problème de championnat dans son organisation de manière générale. Et dans la visibilité qu'il pourrait éventuellement avoir. Donc ça, c'est un premier problème. On a un problème financier pour la plupart des clubs. Voilà, parce que les entrées d'argent sont plus que limitées. Et ceux qui en ont un petit peu font absolument n'importe quoi N'importe quoi. Ah, ouais, ouais. de manière générale, font absolument n'importe quoi. Patrice qui nous demande pourquoi les supporters ne viennent pas au stade. Alors on pourrait faire une émission là-dessus. Hein. Ouais, Euh, mais si tu veux, je te réponds. Je peux te répondre. Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le système. En fait, ils viennent pas au stade. Tu as le système du championnat. On l'a dit. Il suffit que tu sois dans les 8. Imagine, je sais pas. Imagine, je sais pas si tu supportes un club en Ligue 1, mais imagine, on te dit, les 10 on fait premiers un, font des playoffs. voilà, vous faites 10 premiers, vous faites les playoffs. Tu t'arrives, tu es là, tu es tranquille. Tu sais que ton championnat, il commence pas quand tu t'appelles Paris, Bah, Paris, Paris, Marseille, Monaco, Nice, Monaco, Rennes, voilà, Lille, tu te bats, ouais, t'es mais tranquille. voilà. Tu sais que tu es tranquille. Il y a un petit peu plus de monde dans les quadrangulaires et les finales font guichet fermé. Mais voilà, donc il y a la formule du championnat. Il y a aussi un thème de sécurité. En Colombie, on est quand même très, très, très marqué par les dernières décennies. Voilà, et on va te dire que ouais, mais c'est dangereux, il y a les barras, imagine, non, en plus, comment tu vas au stade? Tu vas au stade à pied, tu prends le bus, enfin, tu vois, attention, fais attention à toi, tu sors du match, pour peu que tu passes par un endroit où ce soit sombre, pas éclairé. Enfin, voilà, on est un petit peu très porté sur l'insécurité. Après, pour moi, il y a un petit côté un peu paranoïaque parce que c'est pas si dangereux que ça. Voilà, la Colombie, c'est pas non plus. Alors, je touche du bois, hein, il m'est jamais rien arrivé, mais voilà, pour le Sudamericano, par exemple, rentrer à pied chez moi, c'était une demi-heure du camping et il n'y avait pas de. Tu vois, et bah, d'ailleurs, pour le camping, pour le Sudamericano, le camping était rempli. Ouais, donc Donc, il y a pas de il n'y a, désertion du public, il y il a y a une pas de désertion désertion, par rapport mais au championnat et de manière au générale. championnat Mais et par rapport à la sécurité quand c'est en club, les barras, ouais, ouais, vraiment, il y a exactement. une Et pour vraie répondre insécurité. à Jesse James dans le chat qui nous dit c'est pareil au Mexique et ça marche le système de playoff, deux raisons. Et la première, comme dirait Le Rouge, oui, parce que tu as la densité en termes de clubs. Tu as quand même un paquet de clubs qui sont de véritables candidats au playoff. Et voilà. Il y a aussi le fait que ton classement dans la saison régulière impacte sur ton parcours en playoff. Tu vas pas affronter les mêmes équipes. Et aussi, en cas on peut en parler, hein, mais on en a parlé dans le live l'autre jour, mais en cas d'égalité, quand tu arrives en playoff, sur l'aller-retour en cas d'égalité, c'est priorité à celui qui a été le mieux classé, donc le classement compte. Et troisième argument par rapport au Mexique, qui est très différent de la Colombie, et je vais pas me fâcher avec les Mexicains là-dessus, mais on reste quand même dans un pays nord-américain, avec un petit peu quand même de culture nord-américaine. Moi, je l'ai senti quand je suis allé à Mexico voir des matchs à l'Azteca. Je suis allé voir l'América deux fois, notamment lors du Classico face aux Pumas. On sent qu'il y a un petit peu quand même. Ils vous le diront pas parce que forcément, hein, quand tu vas au Mexique, va pas surtout pas leur dire qu'ils se comportent comme des gringos. Mais il y a quand même une influence nord-américaine dans l'approche du sport que tu ne peux Et pas juste, appliquer à la Colombie, par exemple. ouais, et juste, Patrice aussi avait posé une question sur les droits TV, comment ça se passe? Alors, c'est souvent débattu, hein, les droits TV en Colombie, mais pour te donner un exemple, en fait, tu as des équipes qui sont ce qu'on appelle catégorie A et tu as des équipes qui sont catégorie B. Et ça n'a rien à voir avec le classement, ça n'a rien à voir avec. C'est juste avec le nom du club. Par exemple, le Deportivo Cali, si ils vont en deuxième division à la fin de l'année, ils seront toujours considérés comme club de catégorie A et ils seront en deuxième division avec l'argent des droits télé
comme s'ils étaient encore en première division et avec une part plus importante que des équipes catégorie B qui sont en première division. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. C'est une espèce de tambouille. Oui, c'est une tambouille politique. Voilà, c'est des arrangements entre amis, entre dirigeants. Ouais. Voilà. Pour la répartition des droits TV, mais ça fait souvent un débat, hein. C'est notamment évidemment les petits clubs qui disent oui, non, mais voilà, moi, tu vois, je fais le spectacle, tiens, j'ai fait demi-finale du championnat, tiens, je fais ça, tiens, je vais en compétition continentale, je prends C'est un débat. Pereira par exemple. C'est un débat que tu as dans de nombreux pays, hein. Les historiques prennent Ouais, toujours plus ouais, que les autres. Donc voilà, là, le fait est ouais. que la gamelle de soupe à se partager est plus petite. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, elle est beaucoup plus fortement ponctionnée par les gros. Il n'y a jamais de surprise au niveau des champions où ce sont toujours les mêmes Bah, tous les ans. Ah non, ça Pereira, bouge, hein. hein. Ça bouge, hein. Là, on a eu Ouais, ça Pereira l'année bouge un dernière. peu. Ouais, Pereira, premier titre de son histoire, donc qui leur donne le droit d'aller directement en phase de groupe de Libertadores. Pour se faire fracasser. Euh, Donc, bon pour courage. se faire fracasser. En plus, ils se sont fait. Non, mais en plus, ils se sont Oui, fait ils se sont fait désosser. plier, tu Donc, l'as mis dans le guide, mais voilà, bon. ouais. Voilà. Mais voilà, bref, vous voyez, il y a donc ce championnat, il y a ces contraintes économiques de manière générale, et justement, la question a été un petit peu abordée par Rodolphe par rapport à la fuite des talents colombiens. Eh bien, on va se la poser cette question-là, parce que j'évoquais l'Équateur tout à l'heure, c'était pas non plus que pour mettre une petite pique à la Colombie et choisir le pire des exemples, entre guillemets, pour eux en termes de référence, en termes de résultats, parce que l'Équateur n'a pas beaucoup plus d'argent que la Colombie, je pense qu'ils en ont même moins, pour dire les choses clairement. Ça dépend peut-être des clubs, remarque, hein, il y a peut-être des clubs Ouais, assez puissants. et puis le problème de ça aussi, c'est que la monnaie de l'Équateur, c'est le dollar américain. C'est vrai, Et c'est vrai, voilà, c'est donc vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne précision. enfin, Tu as, voilà, tu, donc tu as raison. c'est compliqué. À mon avis, les clubs Ils équatoriens, sont peut-être pas si mal, ouais, en fait, ils sont économiquement peut-être pas parlant. si mal. Ouais, ouais, Mais ils sont pas. justement, eux, ils ont trouvé un autre moyen pour s'en sortir, et ça va permettre de rebondir sur la question de la fuite des talents. Le moyen de s'en sortir pour les Équatoriens, ça a été justement de se tourner vers la formation, de se tourner vers les jeunes. Il y a eu une Independiente del Valle, mais il y a tous les autres s'y sont mis, que ça soit du AOCAS, du Barcelona, du LDU, du Emelec, à divers niveaux, hein, parce que tous ne sortent pas des pépites absolues ou ont du mal à pérenniser leur système, mais ça s'est installé. L'Équateur l'a fait. Euh, Tu peux évoquer aussi dans cette chute, Pierre, tu évoquais les Rames, les Falcao, les Quadrado, on n'a pas l'équivalent. Hein, Ah c'est, non, non. c'est la même question, entre guillemets, qui peut se poser éventuellement dans l'avenir pour le Chili, pour la génération post-Alexis Sanchez, Arturo Vidal. Ça sera une question qu'il faudra se poser, et que le Chili se pose d'ailleurs. Hein, la transition est de trouver une nouvelle génération. Est-ce qu'on a un véritable trou générationnel? On a aussi cette histoire de questions de gestion des carrières, j'ai envie de dire. On va faire la bise à tous les clubs qui sont détenus par des agents ou par des groupes d'agents. Non, je ne vise personne. Hein. Tu vois très bien qui je vise. C'est pas une private joke, hein, mais si vous étiez au tournoi Révélo, et si vous avez suivi le tournoi Révélo l'année dernière, il y avait des gamins qui étaient dans un club qui jouait la montée en D2, qui ont été envoyés au tournoi Révélo dans un seul but, se faire montrer aux dirigeants européens, alors que le club aurait pu jouer la montée avec eux en première division. On est d'accord, hein, Pierre? Ouais, ouais, tu peux citer le club, hein, si tu veux. Vas-y. C'est le Real Cartagena. Voilà. Qui appartient à un groupe d'agents et le club ne sert qu'à essayer de vendre très vite un joueur qui joue bien. Bref, on a donc ça, on va le mettre de côté, cette question de l'ingérence des agents et des choses comme ça. On va essayer de voir, est-ce que du côté de la formation, est-ce que les clubs colombiens se sont dit, on va peut-être s'en sortir en formant des joueurs? Est-ce qu'on essaye de travailler chez les jeunes? Si oui, qui? Et est-ce qu'il le... Enfin voilà, qui? Est-ce que ça se fait? Bah, disons que le règlement du championnat, voilà, on sait que, voilà, tu l'as dit en off, tu m'as dit que le foot de l'avant Bosman était affreux, etc. Mais en Colombie, c'est le foot de l'avant Bosman. Hein. Tu as le droit à 3 étrangers sur le terrain en même temps et 4 dans ton effectif. Et étrangers, c'est tous qui n'ont pas de passeport colombien. Donc, tu es forcément obligé, et en plus, on l'a dit sur la situation économique, fait que tu es obligé en fait de mettre des jeunes. Hein. Voilà, et tu as beaucoup de clubs qui sont obligés de sortir des jeunes en fait. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont de moins en moins les moyens de retenir n'importe quel joueur qui fait un bon semestre, une bonne demi-saison avec un club de MLS, un club de Liga MX ou d'ailleurs d'Europe, hein, peu importe le pays.
qui vient et qui met un petit peu d'argent, hein. Quand je dis un petit peu d'argent, on parle de, par exemple, Bogota Football Club qui vend Gustavo Puerta, qui n'a jamais joué en D1, pour 2 millions d'euros. Tu as Millonarios qui vend André Gomez à 4 millions et demi de dollars. Et c'est l'une des plus grosses ventes du dernier mercato qui le vend au Real Salt Lake. Enfin, voilà, si tu as n'importe quel club qui vient et qui pose 5 millions d'euros sur la table, ils prennent tout le monde, hein. Enfin, voilà, les clubs colombiens, oui, venez, 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 Tu venez. peux même acheter des clubs colombiens pour moins de 10 millions, hein. Ah oui, oui, là, les prix d'entrée dont parlait Antoine tout à l'heure en Colombie, ils signent direct, hein. Ils vont, allez, ouais, venez, venez, venez. Donc voilà, les clubs sont obligés de former des jeunes. Après, c'est dans quelles conditions, comment. Et ça, c'est plus compliqué parce que tu as eu une génération qui a été privée de Sudamericano. Donc voilà, tu l'as vu, tu l'as vu forcément, ça n'a pas aidé à les faire progresser. Donc voilà, c'est des jeunes qui se retrouvent un peu lancés dans le grand bain. Foot professionnel, en plus, tu n'as pas de championnat des réserves, tu n'as pas. Voilà, enfin, tu n'as rien. En gros, tu as 2 divisions professionnelles et tu n'as rien d'autre. Ouais, Donc voilà, donc c'est quand même ouais, compliqué. c'est vite compliqué. Patrice nous demande si Envigado n'est pas le club qui forme le Bah, plus si, de jeunes. Enviga, Envigado le bah faisait, ouais. mais c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression. Bah, ils ont Doran quand même qui est sorti de là-bas. C'est vrai. Ouais, mais tu vois, il y Doran a qui une est parti époque à où 17 ans à Chicago. l'époque où il s'appelait la cantera du football colombien, où ça en sortait de Ah, manière régulière. C'est un Cantera peu de révolu, j'ai Héroes. l'impression. Ouais, le surnom du club, la Cantera de Héroes. Bah, c'est un peu révolu, ils sortent des jeunes. Après, il y a vraiment un trou générationnel en termes de niveau, ça c'est indéniable. On n'a pas de Rames, on n'a pas de Falcao, on n'a pas, tu vois, on n'a pas de joueurs de ce niveau-là, clairement. Bah, tu le vois aussi sur le niveau des jeunes. Ils se retrouvent rapidement dans le grand bain et bah, tu le vois, tu vois, ça prend des cartons. Enfin voilà, Millonarios, c'est gentil, hein, mais tu vas pas jouer contre l'Atlético Mineiro. Ils avaient Oscar Cortés qui est rentré en deuxième période. Bah, tu vois qu'il y a quand même un gap quoi, pour le gamin. Alors moi, j'aime beaucoup. Hein, je trouve que c'est un joueur formidable et qui a fait un excellent Sudamericano, mais il y a quand même un gap entre ça, hein, entre jouer sa catégorie d'âge et être direct un référent en Libertadores ou en Sudamericana. Ouais. Ouais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est compliqué. T'as un trou générationnel. T'as pas de Rames, t'as pas de joueurs de ce Mais niveau-là. mais il y a quand même des clubs qui travaillent. Moi, Et ils sont Fortaleza le obligés. faisait aussi en D2. Fortaleza, ils avaient un projet intéressant avec les gamins, non? Bah, ils bossent avec des gamins, ils forment des jeunes, mais ouais, bah, Luis Diaz, c'est le dernier, Jesse James. Voilà, Luis Diaz, c'est le dernier Colombien qui est parti et pour une belle somme d'argent et qui est parti à Porto. Mais voilà, on parlait de Daniel Ruiz, par exemple, l'année dernière, en disant ah, c'est le nouveau joyau, etc. Il y avait eu des pseudo-comparaisons avec Rames, en plus, il ne joue pas le même poste. Voilà, il part à Santos, je ne sais pas pour combien, et à Santos, il ne joue pas et il s'est déjà fait déboîter par son coach en disant faut qu'il fasse plus, faut qu'il Ouais. comprenne que le foot, c'est un sport collectif. Enfin, voilà, donc à mon avis, il va faire un an là-bas et puis il va revenir en Colombie. Mais voilà, tu peux former, hein, effectivement, tu vois, Fortaleza, Envigado bosse avec les jeunes, le Deportivo Cali bosse avec les jeunes avec Pinto parce que de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. Mais voilà, le niveau de tes jeunes, à un moment donné, fait que bah, tu es limité. Ouais, Tu es t'es limité. limité. Tu Donc, as un trou générationnel voilà, en termes de niveau et qui fait que tu es limité. Et pour répondre à Rodolphe, c'est pas forcément une question de moyens, hein. Très franchement, l'Équateur, au départ, l'ont fait avec très peu de moyens, hein. Independiente del Valle a juste, Mmh. je veux dire, quand un club comme Junior fait venir Juanfer Quintero, ils le font pas pour 100 balles et un mars, hein. Ils mettent le paquet. Il y a Ah des oui, clubs qui ont quand oui. même des moyens, qui le font pas. L'Atlético Nacional, qui normalement avait une tradition de formation, c'est plus trop le cas non plus. Donc voilà. Bref, on a dressé un portrait assez terrible. Je l'ai vu passer dans le chat en disant je sais plus quelle était la phrase. Ça sent quand même mauvais tout ça pour le foot colombien. Mais voilà, tel est le portrait à l'instant T. On a ce championnat, on a ces problèmes économiques, on a ce trou générationnel et le manque, entre guillemets, de formation de manière continue, avec un problème de pyramide chez les jeunes aussi, vous l'avez entendu. Est-ce que, et ça va être la conclusion de cette partie, Pierre, est-ce qu'on déprime totalement ou est-ce qu'il y a quand même quelques petits motifs d'espoir en Colombie?
Sincèrement, Ah, t'as les U20, les U20. ouais, tu as une génération, qui ira à la coupe du monde, c'est vrai, mine de rien. Bah, en fait, le tableau, il est pas si noir parce qu'effectivement les femmes, les féminines alors les féminines se sont qualifiées, mais le championnat féminin, c'est une grosse blague aussi, il se déroule sur un semestre. Les féminines y vont, les U20 iront, les garçons iront au mondial. Euh, mais franchement, je vois pas d'espoir. Alors, on en a parlé en off, hein, mais quand je vois, par exemple, le week-end, comment est organisé, pareil, le championnat, et quand tu vois que c'est quand même gangréné avec l'arbitre du Equidad de Magdalena, c'est l'avocat personnel de celui du patron des arbitres et l'avocat personnel de Nicolas Gaillot, et qui fait n'importe quoi sur le terrain. Bah, tu te dis que institutionnellement, il n'y a, enfin, y a pas de motif d'espoir. Je vois pas comment ça peut changer. En fait, faudrait faire table rase de toute la Dimayor, même de la Fédé. Mais voilà, faudrait tout recommencer à zéro. Faudrait déjà arrêter de faire le promédio en haut et en bas. Enfin, en bas surtout, et arrêter de faire ces quadrangulaires à la con. Voilà, et à te faire des saisons à 30 matchs par semestre, enfin 28. Voilà, il faudrait tout reprendre en fait, il faudrait tout détruire pour rebâtir. Et est-ce que ça va se passer Ben non. Et est-ce que les dirigeants aussi vont se dire qu'à un moment donné, ils vont faire des projets sur moyen et voire long terme, avec un vrai projet de jeu. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Est-ce que les moyens financiers, je parle, de se créer une base de jeunes joueurs, sachant que, bah, comme j'ai dit, la situation financière est compliquée. Donc n'importe quel club, tu fais ça et tu as un bon jeune qui sort et n'importe quel club vient te le pique. Bon, bah voilà, merci, au revoir. Ouais. Et la question, Voilà, donc est-ce qu'ils ont envie, c'est ça. de tout raser? Est-ce qu'ils ont envie de faire ça? Je ne suis pas certain non plus. Donc, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Voilà. Bah, oui, oui, non, mais oui, oui, parce que tu as toujours quand même plus ou moins des bons joueurs. Voilà, tu Ouais, auras mais toujours des joueurs qui tiendront la route. Mais à l'échelle générale, tu t'en sortiras pas par deux, trois générations ouais, voilà, spontanées qui vont arriver. Donc voilà, voilà. ça va être la grande question. Et la grande question qui sera cachée derrière tout ça, c'est est-ce que la Colombie va attendre de toucher le fond pour rebondir, ou est-ce qu'une fois qu'elle aura touché le fond, elle continuera de creuser? Ah bah écoute, on verra, mais Voilà. je suis pas très très optimiste hein, pour la Libertadores à mon avis cette année. Peut-être que Écoute, l'Atlético Nacional se ouais, sortira deuxième voire troisième, mais pour les autres j'ai peu d'espoir. Et puis en Sudamericana, ouah, ça va j'ai être peu compliqué. d'espoir aussi.